votre écran. Une élection en remplace une autre. Après les présidentielles, voici l'heure de la campagne pour les législatives. D'ailleurs, il y a du nouveau pour notre circonscription. Le Conseil constitutionnel a décidé de redécouper les territoires en fonction de la population et Nicolas Sarkozy, en son temps, avait décidé que les Français de l'étranger soient eux aussi représentés par des députés. Donc, il reste toujours 577 députés à l'Assemblée nationale, mais un député de moins pour le Haut-Rhin. Résultat de ce redécoupage, Thann, Mazevaux et Saint-Amarin font désormais partie de la 4e circonscription. Ça va, vous avez tout compris? Ainsi, Jean-Luc Reitzer, l'actuel député, se représentera, mais dans la 3e circonscription. Il est venu sur notre plateau pour nous parler de son bilan, mais aussi de ses projets, avec peut-être un peu moins de pression électorale. À vous d'en juger, voici notre plateau. Oui, bonjour, et Jean-Luc Reitzer, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, entre l'élection présidentielle qui vient de se terminer et les prochaines élections législatives, le temps passe vite. Alors, Télédolaire veut apporter sa contribution en préparant un débat avec les 7 candidats qui briguent le titre de député dans la 4e circonscription du Haut-Rhin. Et candidats parmi lesquels ne se trouve pas le député sortant, Jean-Luc Reitzer. Par la force des choses, oui. Oui. Donc vous ne changez pas de circonscription, mais votre circonscription change un petit peu de formatage, j'ai envie de dire, de canton. Elle change beaucoup. Je perds donc le canton de Mazevaux, le canton de Thann, le canton de Saint-Amarin, et je me présente désormais dans la nouvelle circonscription 3e du Haut-Rhin, qui comprendra donc les 4 cantons de l'arrondissement d'Altkirch, plus le canton d'Huningue, donc les grandes villes de Huningue, de Saint-Louis, de Village-Neuf, de Ézinc, enfin un canton très peuplé puisqu'il est le canton le plus peuplé du département, plus de 55 000 habitants. Oui, et donc les cantons de Mazevaux, Thann et Saint-Amarin passent dans la 4e circonscription. Dans la circonscription, donc représentée... Qui comprend également les cantons de Cernay, Ensisheim et Soult. Exactement, ça, voilà. Dont le titulaire sortant, en quelque sorte, est Michel Sordi. Alors, merci d'être avec nous sur le plateau. Ça me fait grand plaisir. Je suis content que vous soyez venu. Je voulais qu'on fasse un peu le bilan, puisque vous êtes candidat, pardon, vous êtes député sortant et plus candidat. Alors, on a posé un peu la question à des téléspectateurs qu'on a rencontrés ces dernières semaines. Dit, quelles sont les questions que vous aimeriez poser à Jean-Luc Reitzer? Alors, il y a des réponses de toutes sortes. Il y a notamment une qui est assez raide, qui dit, le député, quel député? Mais il y a aussi d'autres questions qu'on regroupe à travers celle d'un maire de la Haute-Vallée qui m'a dit récemment, c'était à l'occasion de l'élection présidentielle, Jean-Luc Reitzer, on aurait bien aimé le revoir. Au moins, dans le temps, il venait nous dire bonjour aux vœux de Nouvel An, et puis là, depuis 2 ans, il a disparu de la... Alors pourquoi aviez-vous disparu de la circulation? Bien, j'ai disparu de la circulation, ce n'est pas tout à fait le cas. J'ai disparu de la circulation non, en apparence. En apparence, et je dirais que c'était volontaire. C'était volontaire tout simplement pour passer la main à Michel Sordi, puisque tout le monde sait que c'est celui que je souhaite voir élu. Et c'est vrai que ce redécoupage nous a tous déstabilisés. Et ce challenge nouveau, eh bien, il faut que je le relève aussi dans le canton d'Huningue, je l'ai évoqué. Ce n'est pas facile pour moi, puisque le député sortant ne me soutient pas. Et donc, je ne souhaitais pas qu'il y ait la même ambiance dans la circonscription ancienne, qui fut la mienne. Et j'ai donc fait en sorte de passer progressivement le flambeau pour que l'on s'habitue à mon successeur et pour qu'il puisse prendre en charge les dossiers, ce qu'il a d'ailleurs commencé à faire, vous le savez. Et c'est vrai que la présence du député, physiquement, je dirais, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ce qui compte, et je pense que si vous aviez interrogé aussi les maires sur ce sujet, ce qui compte, je pense, c'est que les maires, que les citoyens de la circonscription puissent compter sur leurs députés. Or, tous les dossiers, je le dis bien à chacune et à chacun de celles et de ceux qui m'entendent, tous les dossiers de cette partie de circonscription ont été traités de la même manière, avec la même efficacité, avec la même équité que les dossiers de l'arrondissement d'Altkirch. Je peux le dire pour les fonds parlementaires, puisque des fonds parlementaires ont été attribués à des communes de cette partie de circonscription. Mais tout de même, un petit concours par-ci par-là, ça peut aussi contribuer à... Absolument. Par exemple, on a inauguré le PER, nous nous trouvons, à la source il y a un an, on ne vous a pas beaucoup vu à l'inauguration. C'est exact, bien que j'ai été à l'origine de ce pôle d'excellence rurale, puisque plus de 535 000 € ont été attribués, et je pense que Roger Gogler le sait pertinemment, ont été attribués grâce à mon intervention pour ce pôle d'excellence rurale. Il y en a eu 3 dans la circonscription. Eh bien, j'étais absent tout simplement parce que je suis aussi membre de la Commission des Affaires étrangères, représentant de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, et qu'il s'est trouvé que ce week-end-là, j'étais effectivement, au nom de l'Assemblée nationale, donc au nom de mes électeurs, en représentation officielle pour la France, pour mon pays.
auquel je suis particulièrement attaché. Et donc, Michel Sordi était présent et façon... assurait la permanence telle que je l'avais souhaitée, telle qu'il le souhaitait lui-même. La continuité de la mandature. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu compliqué, justement, un député en titre, qu'on ne voit plus, un député espérant le devenir, qui est présent, ça fait un peu bizarre tout ça. Mais écoutez, ce qui est bizarre, ou ce qui est difficile à admettre, c'est effectivement ce découpage. C'est le même depuis, je crois, 1987, puisque le précédent datait de 1958, lorsqu'on est revenu au scrutin majoritaire en 1987, sur la base d'ailleurs d'un recensement de 1981. C'est pourquoi aussi il a fallu procéder à ce redécoupage. Nous sommes en 2011-2012. La population de référence était 1980. Il y a eu effectivement beaucoup de différences. Mais je pense que tout le monde est désarçonné, aussi bien les électeurs, les citoyens, que nous-mêmes parlementaires. Et donc c'est vrai que c'est le résultat d'un accord tacite. Ayons le courage de le dire, nous sommes là pour dire la franchise et pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est le résultat d'un accord tacite entre Michel et moi-même. Et j'ai souhaité que ceci puisse se faire. Je voudrais simplement dire que ce coucou que vous évoquez, eh bien, j'aurai d'autres occasions de le faire. Quand vous êtes élu dans les années 80, donc en 88, à la fin des années 80, je me souviens, il y avait encore parfois des manifestations, comme à Masbos ou ailleurs, vivre et travailler au pays. On a perdu beaucoup d'emplois dans toute cette période-là. Socialement, les choses sont devenues compliquées. Quel est, vous, le bilan que vous faites ? Ben, je crois qu'effectivement, les dernières années que nous avons traversées ont été, vous l'avez évoqué, des années de crise. Et j'ai vécu des drames surtout dans la vallée de la Ture, il faut bien le dire, puisque le tissu industriel ici, dans cette vallée, avait déjà en grande partie disparu lorsque je suis devenu député. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons soutenu un certain nombre de projets, notamment dans le domaine tertiaire, dans le domaine de l'innovation. C'était le but des pôles d'excellence rurale, parce qu'il fallait reconvertir l'économie de cette vallée. Mais dans la vallée de la Ture, ça a été véritablement la crise économique et industrielle, avec le textile, le peu qu'il en restait, SAIC, avec Fibertex, avec beaucoup d'entreprises, y compris Hydra, y compris GPV, des entreprises qui ont soit disparu, soit ont dû licencier. Donc nous avions en permanence ce défi. Nous avons essayé, bien sûr, d'abord d'obtenir les meilleures conditions sociales pour les travailleurs, parce que derrière les chiffres du chômage, il y a des hommes et des femmes qui sont dans la détresse, des familles entières qui sont dans la détresse. Donc au plan social, je crois qu'on a obtenu beaucoup de choses, notamment l'extension d'un certain nombre de dispositifs sociaux qui n'étaient réservés qu'aux bassins d'emploi sinistrés tels que la Lorraine ou le bassin mulhousien. Nous avons pu obtenir avec Michel Sordi d'ailleurs aussi, eh bien, l'extension de ces dispositifs sur les vallées de la Dolère et sur les vallées de la Ture. Et puis chaque fois que nous avons pu aider, soutenir avec le Fonds national de revitalisation des territoires, 2,5 millions d'euros qui ont été attribués pour ce fonds de revitalisation des territoires, nous avons chaque fois que nous l'avons pu aider à la reconversion industrielle. Et puis le site de Wesserlin, eh bien, si ceci a pu être réalisé en grande partie, c'est grâce au dynamisme, bien sûr, de la communauté de communes de Saint-Amaret, de son président. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Et c'est aussi dû au fait que nous ayons obtenu de très nombreux crédits d'État pour, là aussi, des pôles d'excellence, 2 pôles d'excellence qui ont permis d'injecter plus de 1 million d'euros dans la vallée. Donc, ça a été pour nous la priorité. Deuxième dossier, c'est la RN66. Alors là-dessus, les choses doivent être très claires. Tout ce qu'on a pu raconter ces derniers mois, en disant qu'on allait revenir sur la grande déviation faite de tunnels et de viaducs. Propos tenus par le nouveau conseiller général, Jean-Jacques Weber. On comprendra cette expression, tout ceci, c'est du pipeau. D'abord parce que nous avons raté l'occasion, et je me souviens de ce que je disais en 2007, si nous n'arrivons pas, avec les crédits qui nous ont été octroyés dans le cadre du dernier contrat de plan, à lancer les travaux, si nous n'arrivons pas à profiter de la déclaration d'utilité publique que nous avons obtenue in extremis, à quelques jours de l'échéance électorale, du moins de la période de réserve électorale en 2007, si nous n'arrivons pas à démarrer les travaux, c'est parti pour 20 ans. Il y a eu des recours. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a la crise financière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les caisses, on le sait, et notamment pas pour les routes, c'est plus la priorité. Eh bien, on a raté le coche, et le grand regret de tout mon engagement politique comme député dans ce secteur, eh bien, ce sera cette route nationale 66, parce que nous avions les crédits pour démarrer la déviation de Villers-Bitschwiller. Nous devions la commencer, et aujourd'hui, malheureusement, il nous reste 3 misérables millions d'euros pour un giratoire qui est le début de la déviation de Bitschwiller, mais qui ne répond en rien, absolument en rien, aux besoins de la vallée, économiques, sociaux ou tout simplement d'environnement. Et tout ce qui peut être fait aujourd'hui pour
travestir la réalité, pour faire croire aux gens que l'on peut revenir à un projet qui a été abandonné en 1993 par tous les gouvernements, socialistes ou non, par tous les gouvernements, c'est se moquer du monde, parce qu'il n'y a pas l'argent, parce que ça ne solutionne pas les problèmes, puisque ça capte quelques 3 à 4 000 véhicules sur les 23 ou 24 000 qui traversent la vallée, parce que c'est essentiellement un trafic interne. Eh bien, faire croire aux gens qu'on reviendra à cette solution, c'est se moquer du monde. Et donc, le grand regret, puisque vous voulez exprimer aussi de mes succès, les pôles d'excellence, la reconversion économique, on parle aussi des regrets. Eh bien, les regrets, c'est essentiellement cette route nationale 66. Vous parlez de François Tacquart, vous lui aviez exprimé votre sympathie écoutez, moi, je suis un démocrate. Je considère que lorsqu'un homme a été élu, eh bien, comme député, mon devoir est de travailler avec lui. Vous savez que je ne suis pas un homme, j'ai mes convictions, je suis un gaulliste depuis l'âge de 13 ans, je n'ai pas changé. On connaît mon engagement politique, mais j'ai travaillé avec tout le monde. J'ai bien travaillé avec Michel Habib, avec Jean-Pierre Baumler. François Tacquart était en place. Il m'a soumis, comme il a soumis d'ailleurs au Conseil général, au Conseil régional, un certain nombre de dossiers, des dossiers importants. Il était même parfois un peu agaçant, je lui ai dit, parce qu'il a obtenu beaucoup de choses. Donc j'ai travaillé avec lui et je dois reconnaître qu'il avait la volonté de faire. Et que si un certain nombre de choses ont été réalisées dans cette vallée, eh bien, il y est pour beaucoup. Aujourd'hui, c'est un autre conseiller général. Nos relations, vous le savez, sont déjà anciennes. Nous avons eu quelques différends au niveau du conseil général, c'est assez puissant, mais il est conseiller général en place. Il fait appel à son député ou à son ancien député maintenant, ça ne sera plus le cas. Pour la vallée, eh bien, je serai toujours présent. Voilà. C'est ça que je veux dire aussi. Je serai toujours présent pour défendre les dossiers de cette vallée de la Dolère comme de la vallée de la Thur, parce que je ne suis pas simplement député d'une 3e circonscription, je suis député du Haut-Rhin et député de la Nation. Donc, si géographiquement nous avons des circonscriptions, nous sommes aussi là pour soutenir et pour aider des dossiers départementaux. Ça va vous être difficile quand même d'être présent, puisque vous n'aviez même pas... Mais c'est peut-être ça le geste. C'est peut-être ça le geste que je dois dois faire et que je ferai. Et je peux regarder chaque citoyen de cette vallée droit dans les yeux. Je n'ai jamais trahi leur confiance et je continuerai de toutes mes forces à défendre cette vallée parce que je l'aime, parce qu'elle est belle et parce que les personnes qui y habitent méritent tout simplement que leur élu soit à leur service. Ça aurait pu être un discours électoral, sauf que là, vous n'êtes pas en campagne pour ce qui nous concerne. Je tiens à le dire parce que on est là pour parler franchement. Je suis sincère dans ce que je dis. Alors, précisément, autre aspect du bilan, on a parlé de l'économie et du social, j'aimerais qu'on parle un peu, qu'on fasse une analyse politique. Alors, aux dernières élections présidentielles, le vote Front National a cartonné, à travers toute l'Alsace, et aussi dans la vallée de la Dolère, donc où 6 communes sur 18 ont placé Marine Le Pen en tête du premier tour. Ça vous interpelle, j'imagine, et comment expliquez-vous cette montée Bien sûr que ça m'interpelle. Vote extrême. Et je suis intimement convaincu que 95% des personnes qui ont voté pour le Front National ne l'ont pas fait pour des raisons idéologiques. Il y a un noyau dur. Est-ce que c'est pas aussi un peu les exonérer facilement? Non, je crois qu'il y a un noyau dur, moi je reconnais, qui sont intellectuellement, politiquement, philosophiquement attachés aux idées extrémistes. C'est un noyau qui existe ici comme il existe dans le Sundgau. Et puis il y a tout le reste qui est un espèce de vote de protestation. De protestation contre, par exemple, des dossiers qui sont bloqués dans la vallée de la Thur, la RN 66, le fait qu'on a promis depuis 20 ou 30 ans qu'on la ferait, cette RN 66, et qu'on ne la voit pas venir, les gens disent la droite était là, la gauche était là, Reitzer était là, Weber est là, Tacquart était là, il n'y a rien qui se passe, parce qu'ils ne connaissent pas toutes les discussions en souterrain. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen aurait réglé le problème? Non, certainement pas. Mais il y a une réaction, si vous voulez. D'accord. Deuxième volet de la même analyse politique, votre champion, Nicolas Sarkozy, avant d'être battu au 2e tour de l'élection présidentielle, a clairement lorgné vers cet électorat de l'extrême droite. Ça aussi, ça vous a interpellé? Pas du tout. Je n'ai pas été choqué. Je n'ai pas été choqué. Non, je n'ai pas été choqué. Dans les médias, il y a des choses qui auraient pu certainement être exprimées de manière différente, sans aucun doute, mais sur le fond, je pense qu'il a dit exactement ce que moi je viens de dire, c'est-à-dire d'essayer de répondre à cette attente qui est celle de la majorité de celles et de ceux qui nous écoutent. Alors Jean-Luc Reitzer, si vous êtes élu le mois prochain, ça sera votre 6e mandat de député. Est-ce qu'il n'y a pas un temps pour s'arrêter? Ah si.
Rassurez-vous. Si j'ai bien compris, chez vous, il Rassurez-vous. n'est pas encore venu. Vous savez, on a déjà posé cette question, je ne me prends pas pour le général de Gaulle, rassurez-vous. On avait posé cette question au général de Gaulle une fois en conférence de presse, et il avait répondu que ce qu'il craignait le jour où cet événement arriverait, ce ne serait pas le vide, mais le trop-plein. Ben, je constate que le trop-plein, je n'ai pas besoin de disparaître pour qu'il se manifeste, puisque dans la troisième circonscription, nous sommes nombreux. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Je crois que je vous ai dit en boutade déjà que j'étais recocoté à l'Argus. Et je crois surtout que quand on a la santé, Dieu soit loué, je l'ai retrouvé, quand on a la santé, quand on a la foi, quand on a l'enthousiasme, et venez à mes réunions, vous entendrez que j'ai gardé le même enthousiasme, eh bien quand on a la foi dans ce que l'on fait, quand on a le même enthousiasme, il n'y a aucune raison de vous retirer. Mais le jour où je l'aurai plus cette fois, parce que c'est fatigant, parce que c'est ingrat, parce qu'on vous dit rarement ce qui va bien, on vous dit toujours ce qui va mal, on vous critique, on vous reproche, eh bien le jour où j'en aurai, comme on dit, plein le dos, eh bien j'arrêterai et j'essaierai de passer le flambeau à un plus jeune que moi. Voilà, justement, l'idée, loin de moi, n'était pas de vous évincer, mais de dire est-ce qu'il n'y a pas place pour une autre génération, une nouvelle génération, pour une autre façon aussi de faire la politique, genre Genelou de 1988 que vous étiez quand vous avez... Pour l'homme politique, je pense que sa grandeur, eh bien, c'est qu'il n'attende pas qu'on le lui dise, mais qu'il en prenne lui-même conscience. Jean-Luc Reiser, vous voir ici, là, en pleine forme, le cru 2012, toujours l'agnac. Hein. Bah écoutez, oui, je vous invite à venir à mes réunions publiques et puis à faire part de l'expérience que j'ai vécue ici. Oui, pour l'instant. La foi est toujours là, le punch, on me dit que je l'ai toujours. Et puis, je pense, je le répète, que l'expérience est là et que je répète aussi, surtout, que vous pourrez continuer à compter sur Jean-Luc Reiser, où qu'il soit. Il n'oubliera pas la vallée, il n'oubliera pas cette partie de circonscription et il travaillera main dans la main avec le futur député pour défendre les gros dossiers. Merci en tout cas Jean-Luc Reiser d'avoir été chez nous et j'espère qu'on se retrouvera dans quelques jours pour le deuxième volet de l'élection donc à venir. Ça sera le débat avec les candidats dans la 4e circonscription du Haut-Rhin. Merci, au revoir. Merci à vous. La semaine prochaine, vous rencontrerez les 7 candidats aux élections législatives de la 4e circonscription. Ils se sont donné rendez-vous sur notre plateau, une belle occasion pour mieux connaître leur personnalité et leur programme, donc ne manquez pas notre prochaine émission. Par contre, celle-ci touche à sa fin. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver à tout moment nos sujets sur notre site internet, sur Facebook et sur Dailymotion. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Au revoir.